Bonjour, je m'appelle Anne Bidois. Je suis professeure des universités en sociologie ici à l'Université de Rouen et également directrice du laboratoire le Disolab, qui est le laboratoire de sociologie. Moi, je travaille sur la production et la circulation des savoirs, des connaissances. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce qui se passe dans la mise en place de l'enseignement et de l'enseignement supérieur, surtout au 19e. Et puis également sur les communautés scientifiques, leur mode de fonctionnement, leurs pratiques. Voilà. Au 19e aussi, puisque moi, je travaille dans une approche socio-historique. Je m'intéresse à la jeunesse des phénomènes et à leur évolution. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des études de sociologie? J'ai découvert la sociologie assez tardivement dans mon cursus. J'ai fait une prépa littéraire, une HIPOCA, une UNICAI, avec une option qui était une option où on faisait de la sociologie, mais on faisait également de l'économie. Et c'est à ce moment-là que voilà, j'ai eu un intérêt voilà, particulier pour la sociologie. L'enseignante qui assurait ce cours était une politiste. Et donc, elle était voilà, très, très, très intéressante de ce point de vue-là. J'y travaille depuis que j'ai commencé à donner mes premiers cours. Je pense que j'étais en DEA, en bac+5. Donc, ça fait déjà longtemps. Ça doit faire voilà, vers les années, début des années 2000. Ça fait longtemps. Alors, le Disolab, c'est un laboratoire qui est lui-même issu d'autres laboratoires de sociologie. Moi, je suis rentrée dans le laboratoire de sociologie dès que j'ai commencé ma thèse. Et donc, c'était en 2000. Le laboratoire s'appelait le GRIS. Et puis ensuite, j'ai suivi toutes les évolutions. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Le laboratoire? Oui. Donc, le Disolab, c'est donc le laboratoire des dynamiques sociales, le laboratoire de sociologie de l'Université de Rouen. C'est un laboratoire qui regroupe des enseignants-chercheurs et des chercheurs qui font donc de la sociologie, de l'anthropologie, mais également des gens qui sont qualifiés en sciences politiques, en sciences de l'éducation, voilà, en histoire des sciences, en méthode computationnelle. Il y a 3 types, je dirais, de personnes dans le laboratoire. Il y a celles et ceux qu'on appelle les permanents. C'est en fait notre ingénieur de laboratoire et puis tous les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire ceux qui sont là titulaires et qui font rester longtemps. Ça représente à peu près une quinzaine de personnes. Je dis parce que ça fluctue avec les départs à la retraite, les arrivées. Il y a celles et ceux qu'on appelle les temporaires. Donc les temporaires, en fait, ce sont les doctorants et doctorantes qui restent minimum 3 ans, mais souvent plus. Les gens qui sont en post-doctorat, donc qui sont là pour faire une recherche, qui ont déjà eu leur doctorat, qui font une recherche sur un temps, 18 mois, 2 ans. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, celles et ceux qu'on appelle les ATER. Qui sont là aussi pour plusieurs années. Et puis les professeurs émérites, c'est-à-dire des anciens, des professeurs qui sont partis à la retraite, mais qui ont encore en général des doctorants, des doctorantes à encadrer ou des activités en cours. Et donc, ils ont ce statut particulier. Ils continuent à faire de la recherche après leur départ à la retraite. Et puis on a alors ça représente, je dirais plutôt une trentaine de personnes, ce groupe-là. Et puis on a aussi des membres associés. Donc en général, c'est d'anciens doctorants, doctorantes qu'on soutenu, qui sont partis ailleurs, mais qui ont gardé des liens avec le laboratoire, qui participent à une partie des activités. Ou alors des gens qui ont besoin d'une attache académique pour continuer à pouvoir publier des travaux, par exemple, bien qu'étant partis dans d'autres milieux. D'accord. Et comment est-ce que le Disolab il est organisé? Alors, le Disolab, il est organisé via un règlement intérieur qui détermine en gros quels sont les différents statuts, les différentes instances et où sont prises les décisions et comment elles suivant quel déroulement. Donc, il y a une équipe de direction. Donc, en ce moment, je suis directrice et je travaille avec un directeur adjoint qui est Romain Juston-Morival. Oui.
Mmh. Il y a aussi un ingénieur d'études qui est là en permanence. Ensuite, il y a une deuxième instance qu'on appelle le bureau du laboratoire, qui regroupe des personnes qui sont élues et qui, de différents statuts et qui se réunissent de manière beaucoup plus régulière Mmh. pour prendre les décisions courantes. Hein, je dirais, voilà, quelqu'un qui demande à partir en mission, il y a des frais, ben, on voit par rapport au budget du laboratoire ce Mmh. qui est faisable ou pas, par exemple, ou il y a un projet d'organiser je sais pas, une journée d'études, un séminaire, quelque chose. Et donc, c'est dans cette instance que ça se passe. Puis ensuite, on a le conseil de laboratoire qui, en fait, qui regroupe l'ensemble des membres Mmh. et qui, là, se réunit au moins une fois dans l'année pour l'Assemblée générale, Mmh. c'est-à-dire l'Assemblée où on valide le bilan du travail fait pendant l'année au plan scientifique, mais aussi le bilan au Mmh. plan financier. Mmh. Euh, et puis, c'est aussi le conseil du laboratoire qui valide le projet du laboratoire, puisque un laboratoire, ça fonctionne avec un projet scientifique Mmh. qui est habilité pour une durée en général de 5 ans. Ça peut varier un peu, ça varie avec le Covid en fonction des évaluations qu'on a. Et donc, voilà, tout ça, ça se déroule au sein du conseil de laboratoire. On Mmh. passe au vote, on travaille ensemble, on détermine ensemble les axes de laboratoire, les grands domaines de recherche, et puis ensuite, on les vote. Euh, et puis, on a un fonctionnement avec des groupes de travail. Donc, suivant les périodes, il y a des volontaires, par exemple, pour organiser le séminaire sur une thématique, pour prendre en charge un certain nombre de dossiers. Voilà. Et pour les activités courantes, on est aussi épaulé parce que le Disolab est inséré dans une fédération de recherche qui s'appelle Mmh. l'IRIS. C'est à la fois un pôle de gestion mutualisée, c'est-à-dire que c'est là-bas que se trouvent tous les gestionnaires qui sont communs aux différents laboratoires de sciences humaines et sociales. D'accord. Parce que par exemple, c'est ni l'ingénieur de laboratoire ni moi qui prenons les billets d'avion, par exemple, ou les Ah. billets de train s'il y a quelqu'un qui part en mission. C'est Mmh. vraiment ce centre de gestion qui est spécialisé là-dedans, Mmh. dans ces différentes tâches. Et puis, c'est aussi un lieu où il y a des travaux scientifiques qui sont développés, mais dans une approche cette fois-ci interdisciplinaire, c'est-à-dire Mmh. avec les autres laboratoires des sciences humaines et sociales de D'accord. l'Université de Rouen. Le Disolab actuel, il fonctionne sur un contrat, on appelle ça comme ça, qui est déjà en place depuis plusieurs années Mmh. et qui est orienté autour de 3 axes de recherche. Mmh. Un premier axe de recherche qui interroge la question des normes, comment elles sont élaborées, comment elles sont travaillées Mmh. et leurs répercussions à la fois dans le monde du travail, de la santé, autour des enjeux de modernité. Mmh. Il y a un deuxième axe important autour de la question des inégalités, c'est-à-dire les inégalités du point de vue du genre, de la classe, de la race, avec les rapports interethniques, les questions de migration Mmh. éventuellement, et puis la question de l'action publique et des politiques publiques. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis on a un troisième axe qui est plutôt conçu de manière transversale, D'accord. qui porte sur une réflexion sur les méthodologies et Mmh. surtout comment on croise les différentes méthodes, donc les méthodes qualitatives, les méthodes quantitatives, euh, voilà, avec une dimension réflexive sur ce que ça produit du point de vue de la recherche Mmh. et voilà, nos démarches de recherche. Donc ça, ce sont les 3 axes qui sont actuellement en cours au laboratoire. Donc vous voyez, ça couvre des champs de la sociologie très, très importants, la sociologie de la santé, du travail des professions, toutes les réflexions sur les modernités, voilà, société postmoderne, la sociologie du genre, la sociologie des rapports interethniques, la sociologie politique, la sociologie urbaine, sociologie des sciences, enfin, voilà. Alors effectivement, on a des partenariats avec des institutions extérieures au monde académique. Pour l'essentiel, on a essentiellement des partenariats avec des collectivités territoriales, Mmh. la ville, la métropole, le département, la région, ou alors d'autres services de l'État comme l'académie, le rectorat, Mmh. et puis un certain nombre d'associations. Donc ces partenariats, ils évoluent. Mmh. En général, ce sont des partenariats qui sont formés autour d'un projet de recherche. Donc,
parce que ça nous procure, en fait, nous, ça nous ouvre des terrains, Mhm. ça nous permet de financer la recherche. Il faut savoir que la recherche dans un laboratoire, elle est essentiellement financée Mhm. par des projets de recherche. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le laboratoire, là, de manière, alors si on lisse, parce que ça dépend des projets, il y a des années, on a beaucoup plus de projets, d'autres un petit peu moins. Mhm. Et puis en plus, les projets sont sur plusieurs années. Mais si je fais une moyenne, les 3 dernières années, on a à peu près 250 000 euros d'argent qui viennent de projets de recherche. Mhm. Et on a aussi un financement qu'on appelle récurrent, c'est-à-dire que l'établissement met à disposition une somme pour qu'on puisse fonctionner, mais qui est de 22 500 euros. Vous voyez le rapport. Donc en fait, les partenariats Mhm. pour trouver de l'argent pour faire de la recherche, c'est central. C'est-à-dire, voilà, ça finance la recherche. Quels sont les intérêts quel est l'intérêt pour ces partenaires de financer vos projets? En général, ce sont des institutions qui se posent des questions, qui ont des questionnements, Mhm. et qui, du coup, le regard sociologique leur permet de comprendre des normes, des pratiques de leurs acteurs, que Mhm. ce soit en interne ou en rapport avec la société civile, et ça leur permet de déconstruire. C'est vraiment ce à quoi vous êtes formés en Oui. M2, c'est-à-dire, voilà. Alors, il y a tous les métiers, toutes les fonctions de chargé de mission dans ces institutions justement, ça peut être des collectivités territoriales, mais ça peut être aussi des entreprises autour, vous êtes formés aux enjeux sur les inégalités. En ce moment, il y a beaucoup de demandes autour des discriminations, de lutte contre les discriminations, de mise en place de plans d'égalité, d'inclusion. Donc, et puis, il y a aussi tout ce qui relève de la santé au travail, qui est vraiment aussi un pôle pourvoyeur d'emplois. Donc, je pense que les emplois en sortie sont un peu ceux auxquels on est formé dans le master, euh, à la fois donc dans le secteur public et dans le secteur privé. Et puis, il y a aussi une partie de recherche académique. Et pourquoi pas se lancer dans une recherche académique, même s'il y a beaucoup, beaucoup moins de débouchés. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas se fermer à ce type de carrière.